Bonsoir à tous, vendredi 24 septembre, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de votre journal sur CTL TV avec tout de suite les titres. Les commerçants d'Odysseum soufflent leur première bougie, mais l'heure n'est pas vraiment à la fête, le bilan commercial semble mitigé, il faudra du temps pour que les affaires marchent vraiment bien. 2 ans et demi après l'assassinat de la pharmacienne de Castelnau, le procès de l'affaire Bissonnet va s'ouvrir ce lundi devant la cour d'assises de l'Hérault. Le mari de la victime, accusé d'être le commanditaire du meurtre, clame toujours son innocence. Sport, c'est la première grande affiche de handball à l'Arena. Montpellier Handball reçoit Hambourg ce dimanche à 17 h en Ligue des Champions. Dans cette édition, l'ambiance à l'entraînement, c'était cet après-midi. Mais pour commencer ce journal, l'inquiétude du recteur de l'Académie de Montpellier au sujet du plan campus. Le recteur qui tenait une conférence de presse ce matin. D'après lui, l'opération campus a pris beaucoup de retard. Du coup, l'enveloppe ministérielle prévue de 325 millions d'euros et les 162 millions de la région pourraient passer sous le nez des universités montpelliéraines si elles n'activent pas rapidement leur fusion. On écoute Christian Philippe, recteur de l'Académie de Montpellier, au micro de Jean Brun. Pour être retenu comme initiative d'excellence, il faut par définition l'excellence. Nous l'avons à Montpellier. Montpellier, c'est grosso modo le 6e site français en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Mais pour appuyer cette excellence, il faut une nouvelle gouvernance. Les universités se sont engagées à réaliser la fusion. Disons que cela avance doucement. Et maintenant, il est temps d'être plus réactif, d'accélérer le processus, parce que l'un des critères pour être retenu comme initiative d'excellence sera cette gouvernance. Il y a urgence parce que les dossiers devront être déposés avant Noël au plan national, et Noël c'est demain matin. Il y a un an, exactement, le 24 septembre 2009, le centre commercial d'Odysseum ouvrait ses portes au public. Aujourd'hui, c'est l'heure du premier bilan commercial. La fréquentation n'a pas vraiment décollé. Le panier moyen est plus bas qu'espéré. Mais pour autant, ça n'est pas une catastrophe industrielle ou économique, même si les commerçants auraient souhaité un démarrage plus rapide. État des lieux à Odysseum avec Alexandre Grélier et Olivier Brachard. Des allées souvent vides. Des locomotives commerciales plus proches de la Micheline que du TGV. Un an après, le bilan d'Odysseum est partagé, y compris du côté des clients. J'adore les magasins, c'est vrai qu'on n'en trouve pas des comme ça ailleurs, dans Montpellier. Donc c'est vraiment le choix des magasins et puis le cadre qui est sympa. C'est un peu impersonnel, c'est dommage. Et ce sont des magasins qui sont assez chics, donc pas accessibles au grand public, je vais dire. Un grand public pas forcément toujours au rendez-vous. L'exploitant, lui, réclame du temps. Plus de 6 millions de clients sur cette première année. Donc nous sommes véritablement sereins et très confiants pour l'avenir. On est un peu en dessous des 10 millions qui étaient annoncés il y a un an ? Non, on n'avait pas annoncé 10 millions. On est cohérent sur une fréquentation d'une première année qui a pour objectif, bien évidemment, de se pérenniser, de croître et de se développer. Il faut en effet au moins 3 années pour qu'un équipement comme celui-ci trouve son public. Côté commerçant, certains assurent avoir tiré leur épingle du jeu, mais après une période d'adaptation. On travaille beaucoup avec milieu de gamme actuellement, à savoir que nous on a su ajuster notre assortiment avec des produits et des prix d'appel qui n'étaient pas là à l'ouverture. On a su ajuster au bon moment, ce qui fait qu'on n'a pas perdu de clientèle. Maintenant il faut avoir un temps de réaction, il faut être très réactif. Maintenant, si on n'avait pas eu cette réactivité-là, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui? Je ne sais pas. Sur les 97 enseignes du centre, en un an, seulement 2 ont mis la clé sous le tapis. Mais hors caméra, d'autres commerçants se plaignent du montant des loyers. À plus de 10 000 € le mois, charges comprises, le bail représente 32% du chiffre d'affaires de cette bijouterie, contre 7% maximum pour les autres boutiques du gérant. Du coup, pour augmenter les recettes, la boutique a dû développer différents services. Nous avons une horloger sur place, nous achetons de l'or, donc nous avons fait le maximum qu'on pouvait faire pour avoir un magasin qui s'adapte à l'Odysseum et à Montpellier. Avec la récente annonce de la mise entre parenthèses du village des marques, Odysseum s'offre une petite bouffée d'oxygène. Le développement de l'autre côté de la Neuve semble gelé lui aussi. La priorité d'ICAD, le constructeur et gestionnaire du centre, dans les prochains mois sera sans doute de développer le pôle ludique d'Odysseum.
pôle dont il devrait prendre le contrôle dans les semaines qui viennent. C'est un procès hors norme qui va s'ouvrir ce lundi devant la cour d'assises de l'Hérault. L'affaire Bissonnet va être jugée pendant 4 semaines. Une centaine de témoins vont défiler à la barre. Dans le box des accusés, 3 hommes. Si le jardinier, Méziane Belkacem et Amaury Darcourt, l'ami de la famille, ont en partie reconnu leur participation à l'assassinat de la pharmacienne de Castelnau le 11 mars 2008. Reste à définir le rôle éventuel de Jean-Michel Bissonnet, le mari de la victime qui a toujours clamé son innocence. Explication juste avant le procès avec Maxence Kérébel. Un assassinat, 2 versions, 3 hommes dans le box des accusés. Premier acteur, Méziane Belkacem. Le jardinier de la famille a tiré 2 coups de feu contre Bernadette Bissonnet dans cette maison le 11 mars 2008. Il a avoué les faits et désigne son employeur comme le commanditaire. Même version pour Amaury Darcourt, deuxième protagoniste ici à l'image, qui affirme s'être débarrassé de l'arme du crime pour venir en aide à son ami Jean-Michel Bissonnet. Troisième personnage, le mari, celui qui clame son innocence, a-t-il joué un rôle dans l'assassinat de sa femme? Le frère de la victime, qui s'est constitué partie civile, pense que c'est effectivement le cas. Darcourt ne connaît pas Belkacem. Comment imaginer que cet homme, cet aristo, vienne chercher un laveur de carreaux pour faire assassiner la femme de son ami? C'est impossible. Comment imaginer que ce jardinier, ce laveur de carreaux, ait un contact direct avec un aristo qui se trouve dans son château en Bourgogne? Il y a manifestement quelqu'un qui fait le lien, et encore une fois, le lien, c'est Jean-Michel Bissonnet. À part le frère, dans la famille de la victime, personne ne soutient cette thèse. Le grand-père et surtout les enfants clament l'innocence de Jean-Marie Bissonnet depuis 2 ans et demi, avec une association de soutien, avec un sondage sur une éventuelle libération de leur père. Il s'oppose aux enquêteurs et aux juges d'instruction. C'est une enquête qui a abouti au bout de 2 ans de procédure à un mystère complet. Monsieur Bissonnet, on le reconnaît aujourd'hui, est dépourvu totalement de mobile, aucun mobile passionnel, aucun mobile financier, et on a été incapable de justifier l'ombre du commencement d'un mobile pour cet homme. En opposition à cette protestation d'innocence, on oppose à monsieur Bissonnet le fait qu'il ne propose pas de scénario de substitution. Puisque les 2 hommes qu'il accuse n'ont pas plus de mobile que lui. 4 semaines de débat et une centaine de témoins. Un procès fleuve pour tenter de répondre à cette question. Combien était-il à vouloir la mort de Bernadette Bissonnet? Et le procès Bissonnet démarre donc à Montpellier ce lundi 27 septembre à partir de 14 h. On ouvre une large page sport avec d'abord du foot et un derby ce samedi à 19 h. Montpellier reçoit Arles-Avignon, la lanterne rouge du classement qui n'a toujours pas marqué de points en Ligue 1. La crise reste profonde, mais les footballeurs d'Arles-Avignon se préparent le plus sereinement possible. Reportage signé Télémiroir. C'est dans un contexte très tendu que les joueurs de l'AC Arles-Avignon se déplacent samedi soir à Montpellier. L'entraîneur adjoint déjà licencié la semaine dernière, c'était au tour de Michel Esteban, l'enfant du pays et le moteur de l'accession en Ligue 1, d'être remercié. Jean-Louis Saez et Kader Ferraoui, respectivement entraîneur de la réserve et entraîneur des moins de 18, avaient repris le collectif déjà face à l'OM. Et on les retrouvera samedi soir aux abords de la pelouse à la Mosson. Moi je vais parler que sportif et je n'ai pas parlé du reste. T'as l'esprit un peu abattu. Ouais, je suis un peu l'équipe abattue, mais pas résigné. Je pense que l'état d'esprit est lié, l'envie est liée. Voilà, maintenant, il ne manque pas grand-chose. Il manque un but pour un peu dépuceler tout ça. Kader Ferraoui connaît bien le MHSC. Il y a joué plus de 10 saisons et même remporté une Coupe de France en 90. Samedi, vous allez à Montpellier, c'est pas très loin. C'est peut-être pas forcément un derby, mais ça pourrait l'être. Non, je pense pas. Le derby ici, c'est Marseille. À partir de là, à Montpellier, on y va pour faire, que ce soit Montpellier ou ailleurs, on y va essayer pour essayer de ramener quelque chose. Même si la victoire semble difficile, le premier but serait le bienvenu pour en finir avec cette terrible spirale que connaît le club depuis le début de la saison. Oui, c'est chez moi et puis c'est contre mon ami que j'estime beaucoup. Votre ami, vous lui prendrez 3 points, quoi. S'il n'en avait pas besoin, j'aurais bien demandé qu'il me les donne. Marcel Salerno, le Montpellierin d'origine, soufflerait un peu si Loulou Nicolin lui laissait les 3 points du match. Ça, c'est pas gagné. Il y a aussi du rugby ce samedi à Yves-du-Manoir. Le MHR reçoit La Rochelle à 20h45. C'est la 8e journée de top 14 et en cas de victoire, Montpellier pourrait bien prendre la tête du classement. La Rochelle n'est pas en très bonne posture, mais attention, le promu ne vient pas faire de la figuration.
Pour l'entraîneur montpelliérain, il ne faut donc pas s'enflammer malgré la grande forme des Montpelliérains depuis le début de la saison. On écoute Fabien Galtier au micro de Jean Brun, c'était pendant l'entraînement. Écoutez. Il faut continuer à faire comme on fait, c'est-à-dire faire abstraction de tout ce qui peut nous perturber, c'est-à-dire c'est peut-être avoir trop confiance en nous, c'est peut-être écouter un peu trop ce qu'on dit de nous, c'est peut-être oublier comment on en est arrivé là, mentalement, quels étaient les moteurs de notre progression. Donc c'est vrai que si on oublie d'où on vient, eh bien, on peut se faire piéger. Ouais. Et n'oubliez pas votre rendez-vous avec le MHR sur cette LTV, Ovalie Hebdo, c'est tous les mardis à 19h45. Sport toujours, mais aussi spectacle en perspective. C'est un match très attendu. La première grande affiche de handball à l'Arena. Une rencontre de Ligue des Champions entre le Montpellier Handball et Hambourg. C'est donc ce dimanche à 17h. Dans la nouvelle grande salle, la pression sera sans doute positive pour les cadres du MHB et pas forcément facile à gérer pour les jeunes joueurs. Ambiance à l'entraînement cet après-midi avec Olivier Brachard. 9000 spectateurs entièrement acquis au MHB. L'Arena est le nouveau jardin européen du club de Montpellier. Et à J-2 du match face à Hambourg, les quelques finitions ont laissé des traces sur le terrain. Pas de problème, Michael Guigou, comme à la maison, y va de son coup de balai. Mais pour autant, il ne se sent pas encore tout à fait chez lui. C'est ce que j'ai un peu de mal à réaliser. C'est vrai j'ai joué dans des salles 2 fois plus grandes, mais c'est vrai que là, d'avoir une salle de 10 000 personnes pour nous, où on viendra régulièrement, où il y aura notre public derrière, c'est surtout ça qui va être chaud et qui va être important. Voilà, ça va être particulier, mais il va falloir du temps, je pense, pour qu'on s'y fasse. Un soir de première ne s'improvise pas. Le coach montpelliérain le sait très bien. Toute la semaine, il s'est appliqué en coulisses à désacraliser l'événement. Il va y avoir un côté émotionnel fort. On va jouer devant notre public, devant tous les gens qui nous aident, devant tous les gens qui nous supportent. Donc on a envie de bien faire, on a envie de très bien faire. Donc il faut que cette envie, on arrive à l'exprimer totalement et à pas se stresser inutilement. Car si les plus anciens, à l'image de Guigou, Karabatic ou même Kavtichnik, ont déjà connu cette situation en club ou en équipe nationale, les plus jeunes vont la découvrir. On pense à Onrubia, Cambrai ou Dipanda qui auront des rôles importants à tenir face à Hambourg. On s'y prépare doucement, on en a parlé beaucoup avec les autres joueurs, Patrice nous en a parlé aussi. Il va falloir qu'on arrive à ne pas rentrer trop dans l'émotionnel pour ce premier match de Ligue des Champions ici. Ce sera toujours un petit peu spécial la première fois, mais bon, il faudra les premières secondes, je pense qu'après les premières secondes de jeu, ce sera passé, j'espère. Jouer une première fois à l'Arena face à l'une des 5 meilleures équipes d'Europe peut être à double tranchant. Mais Montpellier s'est construit au fil du temps sur des défis de cette sorte et l'Arena est quelque part le fruit de ses exploits. À suivre donc dimanche à l'Arena à 17h. Et on termine cette longue page sport par du hockey sur glace avec les Vipers de Montpellier qui veulent poursuivre ce week-end une bonne série de victoires en 2 matchs. Ils affrontent ce samedi à 19h les Aigles de Nice à la patinoire Vegapolis. Les Vipers sont toujours dans la course au play-off, mais attention, l'an dernier, ils avaient perdu 2 fois contre Nice. Cette année en tout cas, une question se pose. Les Aigles niçois sont-ils au top niveau en ce début de saison ? On écoute la réponse de Lionel Bilbao, l'entraîneur des Vipers, au micro d'Olivier Brachard. Il a sa petite idée car il connaît bien les habitudes des hockeyeurs niçois. Écoutez. C'est l'équipe qui a commencé que le 1er septembre du fait qu'elle n'a pas de glace avant, qui a travaillé que du hors-glace. Et c'est vrai que le hockey demande beaucoup de travail collectif sur la glace, beaucoup de répétitions. Et donc c'est encore en rodage, mais c'est une équipe d'ici à un mois qui va être vraiment compétitive dans le championnat. À nous de concrétiser encore et prendre les points qui seront plus à prendre après. Mais il y a eu de bonnes choses samedi dernier à Mulhouse et j'espère que ça va continuer à ce sens-là samedi prochain. Pour terminer, un petit rappel, c'est le début aujourd'hui des internationales de la guitare et ça va durer jusqu'au 16 octobre. En ouverture ce vendredi soir, Paco de Lucia au Zénith à partir de 20h30. C'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'actualité en direct sur cette LTV, c'est le Flash lundi à 12h30. Très bon week-end à tous.